Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs, c'est Anthony et comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, comment allez-vous cette semaine? Moi franchement au top, ça y est, j'ai signé mon petit compromis à distance, je suis parti me balader à Lyon et tout, franchement je suis au top, au top, au top. Je suis reboosté, je sais pas pourquoi. Pas à cause du temps, ça c'est sûr, mais je suis reboosté. Bon, j'espère que de votre côté, tout se passe bien aussi, que vous avancez dans vos projets, hein, comme chaque semaine, un pas après l'autre. Et si on fait 1% d'amélioration chaque jour, au bout d'un an, 365%. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, on commence directement les amis par l'actualité de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Les expulsions locatives pourraient exploser en 2022 selon la fondation Abbé Pierre. Les expulsions locatives sont réparties à la hausse en 2021. 6600 ménages ont été expulsés de leur domicile, a annoncé la Fondation Abbé Pierre, qui craint une amplification des procédures l'an prochain, comme après la crise de 2008. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait seulement, ça dépend dans quelle position on se pose, mais il y a 3500 personnes qui ont été expulsées, un chiffre en baisse par rapport à 2019. En 2019, on était aux alentours de 17 000. Et ça, c'était en raison de la prolongation de la trêve hivernale qui, entre nous, c'était une trêve annuelle. Et donc, la Fondation Abbé Pierre a bien sûr salué ces mesures, mais constate que, à la veille de la nouvelle trêve hivernale, elles ne sont plus suffisantes. Bon, en tant qu'investisseur, je te dirais, en tant que propriétaire bailleur, euh, je suis pas, c'est pas une good news, mais si on se met à la position des locataires, enfin, après il faut être réglo. T'es dans un logement, tu payes ton loyer, et puis basta. La banque ils vont faire quoi si t'es propriétaire et que tu payes plus? Ils vont te saisir. Pourquoi ça serait différent avec les propriétaires et avec les propriétaires bailleurs? Enfin, donc moi, expulsion, trêve hivernale, super. Ça fait juste prolonger les délais d'expulsion et c'est une catastrophe en France. Mais bon, ça reste que mon avis. Flambée des factures d'énergie, les Français n'ont pas le budget pour rénover leur logement. 48% des Français sont convaincus de la nécessité de réaliser des travaux dans leur logement, ce qui est pas mal, un Français sur deux. Et il faut savoir que c'est une proportion qui est assez stable en fait depuis 2016. En fait, depuis avant, tu sais, c'était un peu passé outre. Ouais, le climat, nanana, tout ça, on s'en foutait un peu. Et c'est vrai que ces dernières années, et donc on nous dit que depuis 2016, c'est assez stable. Il y a un Français sur deux qui est convaincu que son logement a besoin de travaux. Mais dans ça, en fait, on a 52% des Français estiment que l- la rénovation énergétique, ça devrait être obligatoire. Mais par contre, 53% d'entre eux disent que il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et il faut savoir que le budget moyen envisagé pour des travaux, bah, plus le temps passe et plus il baisse. Il faut savoir que l'année dernière, on était aux alentours de... Donc les Français disaient qu'ils étaient aux alentours de 3100 euros en budget travaux. Et puis là, on est tombé à 2546. Et quand on rentre dans le détail, vraiment, on voit que seulement 38% des Français affirment qu'ils disposent de plus de 1000 euros de budget pour financer les travaux. S'ils devaient faire une rénovation demain, ils ont que 1000 euros. C'est dingue. Alors, cette actualité-là, il y a plusieurs facettes. Déjà, c'est si on prend la dernière info que je vous ai donnée, 1000 euros de budget pour faire des travaux, ça veut dire que 38% des 56%, ce qui fait vraiment pas énorme, ils ont seulement 1000 boules.
ils ont seulement 1000 balles de côté pour faire des travaux. Si demain, leur chaudière vient à péter, euh, crédit conso. Crédit conso, il y a pas d'autre solution. Comment tu veux... euh, moi, comment dire? Là, il y a un souci, tu vois, c'est que je me dis que si tu as seulement 1000 € de budget pour faire financer les travaux, là on voit clairement qu'il y a dans la population française, il y a un manque d'éducation financière. Parce que 1000 € entre nous les amis, enfin j'ai pas envie de paraître hautain. Je vous le répète, hein, je viens de vraiment tout en bas, j'ai bossé au McDo pour 800 boules. Mais 1000 €, si t'as pas 1000 € devant toi, c'est compliqué. C'est qu'il y a un problème. Même pour quelqu'un qui gagne un SMIC. Donc à un moment, en fait, faut remettre les choses dans leurs priorités. Acheter une nouvelle télé. Alors, j'ai pas envie de faire d'amalgame et compagnie, mais 1000 € les amis. 1000 € c'est pas grand-chose. Et je vais pas tergiverser, sinon je risque de m'enfoncer. On continue. Voici les grandes villes qui ont fait bondir leurs taxes foncières depuis 10 ans. Alors, faut savoir que en moyenne en France, les hausses, elles oscillent entre 11 et jusqu'à plus de 37%. Là, je vais vous donner, alors ça c'est les moyennes, mais je vais vous donner vraiment le jackpot en France. On a la petite commune de Tavaco en Corse du Sud, 385 habitants en 2018 selon l'INSEE, qui remporte la Palme d'Or avec une progression de 234% les amis. 234% d'augmentation de la taxe foncière entre 2010 et 2020. Elle est suivie de près par Bouqueval, plus 179%, et Villiers-Adam, 176%. Toutes les deux situées dans le Val d'Oise. Maintenant, revenons dans les villes un peu plus standards. On a Nantes, qui a la taxe foncière qui a le plus progressé, 37,5%. Devant Villeurbanne, 36,8%. Clermont-Ferrand, 36%. Lille, 36%. Et on a Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, 33%. En tout, il faut savoir qu'il y a quand même 18 villes sur 50 qui affichent quand même une évolution bien supérieure à la moyenne nationale. Ça, les amis, c'est clair. Et ça s'est ressenti surtout ces 2 dernières années. En fait, depuis qu'on a appris que la taxe d'habitation allait être sucrée, eh ben, les mairies, c'était une manne financière importante pour eux. Et ce qui fait que si on vient leur couper cette manne financière, il faut bien trouver de l'argent ailleurs. Bien sûr, on nous a promis que on n'allait pas augmenter les taxes foncières, etc., etc. Bon, on a quand même trouvé le moyen de dire ouais, bon, on n'a pas réindexé les taxes foncières depuis X, etc., etc. Et donc, on a vu nos taxes foncières en général qui ont tout augmenté. Même moi qui est dans une ville moyenne de 40, on va dire 40 000 habitants, ça a augmenté. Ça a augmenté. Et donc encore, on vient taper sur ces riches propriétaires bailleurs qui s'engraissent sur le dos de la société. On poursuit. Alors, une autre actualité immobilière, c'est comment le gouvernement compte simplifier les aides à la rénovation du logement. Et là, je viens de me rendre compte que j'aurais pu faire le lien directement avec la deuxième actualité. Bon, on sait que il y a des aides, que l'État a mis en place des aides, notamment avec l'ANA, le réseau FAIRE, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a pléthore d'aides et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué quand tu veux monter un dossier, tu peux sonner à, je sais pas, peut-être 6 ou 7 interlocuteurs, tu vois. Donc c'est vraiment compliqué et l'État, en fait, le gouvernement veut vraiment simplifier ces aides à la rénovation. Et donc ils vont mettre en place une plateforme et un réseau de conseillers unique. Une aide identifiée pour les ménages les plus modestes. Donc en fait, comment ça va s'articuler? En premier lieu, ça va s'appuyer sur le réseau actuel de quelques 450 guichets tenus par l'ANA. L'ANA, je le répète, mais je le rappelle plutôt, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Et ils vont continuer de grandir le lien entre les collectivités avec le financement du programme de certificat d'énergie. Et notamment, en fait, à partir de 2022, il y a des aides qui vont être aussi renforcées. Et il faut savoir que le gouvernement avait déjà annoncé une nouvelle enveloppe de près de 2 milliards d'euros qui seront consacrés à ma prime rénov'. Il faut savoir que c'est un dispositif pour lequel il y a déjà eu 500 000 dossiers déposés en 2021. Ensuite, on a également ma prime rénov'.
Alors, Sérénité, pardon, qui va remplacer le programme Habiter mieux. Donc, le programme Habiter mieux, en fait, c'est un programme qui est déjà à l'heure actuelle qui est en marche, mais ça va être remplacé par Sérénité. Et ça va être à destination des ménages les plus modestes. Pour, euh, et tout ça, en fait, c'est fait pour que ça vienne simplifier, pour que ce soit bien identifié par les Français. On a aussi une cible, en fait, la cible principale de ça, c'est que on a 4,8 millions de passoires thermiques. Et ça, c'est des logements qui sont en grande partie occupés par les plus démunis. Alors, je fais un petit aparté sur les passoires thermiques, mais en fait, ils se sont rendus compte, je ne sais pas si vous avez suivi, si vous êtes un auditeur assidu du podcast, vous l'avez su, parce que je voulais raconter dans un autre épisode, mais il y a eu une réforme du DPE. Et cette réforme-là, en fait, ils ne s'attendaient pas à ce résultat-là. C'est-à-dire qu'on a rénové, enfin, on a remis au goût du jour le DPE, et puis ils se sont rendus compte que il y a une pléthore de biens en fait qui sont classés avec des notes catastrophiques. E, F, G. Et il y en a énormément. Et donc ils se sont dit, attends, hop, 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 hop. C'est pas possible. C'est pas possible, là. On va pas suivre. Et donc, ils sont en train de réétudier ce DPE pour qu'il soit moins tranchant. Et parce que là, attends, t'imagines, rénover tout ça, ça va être énorme. Ça va être énorme. Donc, ils ont fait un petit peu machine arrière. Là, on attend un peu les résultats. On va voir qu'est-ce que ça donne. On continue avec la dernière actualité immobilière. Les loyers. Le torchon brûle entre les enseignes de mode et les bailleurs de centres commerciaux. On le sait que même avec la réouverture des centres commerciaux, etc., en fait, les grandes enseignes de mode peinent à retrouver leur activité qu'elles avaient auparavant. Et donc, en fait, elles demandent des mesures pour alléger le poids de leur loyer. Il faut savoir que il y a environ 5,5% de chiffre d'affaires en moins qu'en septembre 2019. Et dans le même temps, donc ils font moins de chiffre d'affaires, mais dans le même temps, l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, sur lequel les baux de magasins sont automatiquement indexés, lui, au contraire, il est reparti à la hausse au deuxième trimestre. Et en fait, pourquoi il est reparti à la hausse? Tout simplement parce que l'INSEE a enregistré une croissance de 2,6% de l'indice sur un an. Il faut savoir que, je vais vous donner un peu l'ILC, comment il est calculé, mais en gros, c'est un indice qui est calculé par l'INSEE en fonction du coût des constructions neuves, des prix à la consommation et du chiffre d'affaires de l'ensemble du commerce de détail, qui comprend l'ensemble des magasins. Et on ne parle pas que des magasins physiques, mais on parle aussi des magasins en ligne. Donc ce qui fait que Amazon, ils ont surperformé pendant le Covid. Pendant que tous les magasins ont clôturé, eux, ils ont atteint des records historiques. Ils n'ont jamais été plus hauts. Et le problème, c'est que ça aussi, c'est pris en compte. Donc en fait, quand Amazon fait un meilleur chiffre, le loyer des, euh, des magasins classiques va augmenter. Et donc en fait, là, les enseignes de mode et les bailleurs sont un peu à couteau tiré parce que d'un côté, on peut comprendre les deux côtés. C'est-à-dire que les enseignes, eux, gagnent moins, mais par contre, les loyers augmentent. Et dans l'autre sens, je peux comprendre, moi, les locataires de locaux commerciaux, pardon, parce que ils ont souffert pendant la crise Covid. Il y en a qui ont pas eu de loyer, il y en a qui ont baissé leur loyer, et en fait, depuis que ça a repris, à un moment, il faut réajuster la chose. C'est pas parce que tu es propriétaire bailleur d'un local commercial que tu dois pâtir des souffrances de ton enseigne, tu vois. Moi, je peux, là, dans ce cas de figure-là, je peux comprendre les deux parties. Donc, il n'y a, pas, y a pas de réellement de solution, mais je sais pas. Il faut. L'État a imprimé 20 000 billets, là. Continuez à aider. Continuez à aider. Mais bon, d'un autre côté, c'est aussi nos impôts. Les prêts qui ont été donnés là, c'est des prêts qui vont à un moment devoir être remboursés. Et quand il va y avoir des défaillances, c'est qui va payer? C'est l'État. Et l'État, c'est qui? C'est nous. Donc nos impôts, bah voilà quoi. Donc
Tu sais, c'est un cercle vicieux en fait. Hein. Il y a pas d'autre mot à mettre sur ça. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Voilà les amis, c'était l'actualité immobilière de la semaine. On va passer directement en fait au sujet du jour. Parce que j'ai pas eu de questions. Enfin, j'ai eu des questions, mais pas des questions vraiment percutantes qui méritent que je vous en fasse part. Donc, on va directement passer au sujet du jour. Et c'est un sujet que j'ai vraiment bien développé. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je vais vous expliquer tout de suite. Le sujet du jour, c'est combien faut-il pour être un rentier heureux? Ça sera je pense que ça sera le titre du podcast parce que c'est un titre un peu putaclic, on va le dire. Et en fait, j'ai choisi de parler de ça parce que moi aussi j'étais dans ce cas-là et c'est vrai que quelquefois, je reçois sur Instagram, je reçois des DM de personnes qui me demandent: ouais, Anthony, tu sais, combien de l'eau il me faudrait pour être rentier? Combien de l'eau si? Combien il me faudrait en euros pour devenir vraiment rentier, etc., etc. Et on va pas se mentir, les amis. Au début, qui n'avait. Et puis même maintenant, n'a jamais rêvé d'arrêter de travailler pour devenir rentier? Passer ses journées à se faire dorer la pilule ou à boire des mojitos sur le bord d'une piscine, etc. C'est attirant. Mais en fait, ça a un prix, tu vois. Tu peux pas être rentier. Après, être rentier, c'est quoi pour vous? On a tous notre définition. Et pour moi, ma définition va peut-être pas être la même que la tienne. Par définition, être rentier, alors, on va recontextualiser ça. Recontextualiser ça. Être rentier, c'est quoi? C'est vivre de ses rentes. Et ça, de façon perpétuelle. C'est-à-dire que la rente, c'est un capital qui est placé, et par son seul rendement, ça te permet de percevoir des revenus qui sont suffisants, qui répondent à tes besoins, et qui remplacent, en fait, qui arrivent à remplacer tes revenus pour ne plus avoir à travailler. Et donc au début, en fait, il est quand même important que le capital qui est placé, il faut quand même que ce capital soit, comment dire, il ne soit pas impacté à terme. C'est-à-dire que en cas je vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais imaginons demain il y a une chute de l'immobilier total ou une chute de la bourse. Si t'as pas diversifié, si t'as pas placé ça de manière un peu plus safe, euh, ton métier de rentier, tu peux l'oublier. Tu peux l'oublier. Et du coup, quand j'avais ces questions-là, je me suis dit, attends, j'ai fait quelques recherches et parce que je voulais savoir en fait dans l'imaginaire commun, tu vois, dans l'imaginaire collectif des personnes, combien il nous faudrait pour vivre et surtout combien il nous faudrait pour être heureux. Et je vais mettre un accent sur vraiment le fait d'être heureux, parce que bah, on en parlera après, mais donc pour revenir au sujet, en fait, combien il te faudrait pour vivre et être heureux. Et il faut savoir qu'il y a eu une étude qui a été faite, et dans l'imaginaire commun, 70 000 euros. 70 000 euros, c'est le niveau de salaire qu'il faudrait atteindre pour prétendre au bonheur. Et d'après une étude menée par deux chercheurs américains, et il me semble que si je ne me trompe pas, c'est des chercheurs américains du Massachusetts. Bon, 70 000 euros, c'est déjà un sacré montant. Ça fait une sacrée rente à générer. Et ça te fait vraiment 70 000 balles, ça te fait beaucoup de longue gestion pour atteindre ce niveau. Bon, on va pas aller aussi haut. Et je me dis que on pourrait diviser ce montant par deux si on allait dans un pays qui te coûterait moins cher. Je pense par exemple aux pays d'Asie, etc., etc. Et donc, au lieu de prendre 70 000 euros, on va partir sur 35 000. 35 000 euros, ça fait grosso modo 3 000 euros par mois. Donc, tu vois, 3 000 euros, c'est pas non plus infaisable. 35 000 euros, c'est quand même beaucoup plus atteignable que 70 000 euros. Donc maintenant, on est sur un podcast d'investisseurs et donc je vais vous parler vraiment en tant qu'investisseur avant de bifurquer sur un peu plus de développement personnel. Déjà, est-ce que c'est atteignable? Et si oui, ça serait quoi la stratégie? Déjà, le premier point important pour moi, ça serait que, et j'ai vraiment envie de le mettre en avant, c'est que l'argent, ça fait pas tout. Pour être heureux, c'est un ensemble de choses. Et tu peux kiffer, tu vois, si
tu peux kiffer avec ton argent, mais que derrière, t'as personne, ça sert à rien. Alors bien sûr, l'argent, tu sais, il y a ses bons côtés, il y a ses mauvais côtés. Quand tu montres que tu as de l'argent, du jour au lendemain, tu vas voir, il va y avoir des rapaces. Il va y avoir des rapaces qui vont tourner autour de toi. Alors oui, trouver des gens, tu vas trouver. Mais ça sera uniquement des sangsues. Ça sera uniquement des gens qui seront là pour profiter de ton argent. Tu vois, euh, si t'es un peu... ça va être des michetots, tu vois le truc. Ça va être des soirées, des meufs. Oui, tu seras avec des meufs et compagnie, mais ça sera uniquement des michetots. Et imaginons, hein, mais du jour au lendemain où tu retournes vraiment dans un état, on va dire, un peu plus précaire financièrement, bah, tu verras que toutes ces personnes-là, du jour au lendemain, elles seront plus là. Disparues. Disparues. Il faut savoir que réellement, tu peux compter les vraies personnes, tu vois, les vraies personnes, ceux qui seront là vraiment dans toutes les galères, tu peux les compter sur une main. 5 personnes. Et 5 personnes, c'est le grand maximum, tu vois. Moi, j'en ai même pas 5. Je crois, franchement, j'ai 3 personnes. Alors, je te parle pas de famille, d'accord. Mais moi, j'ai 3 personnes sur qui je sais que dans les meilleurs ou dans les mauvais moments, ils seront là, que je sois pété d'oseille ou que je sois pauvre. Je sais que si j'ai le moindre problème, ils seront là. Et donc, j'ai envie de te mettre l'importance, tu vois, l'argent c'est une part importante, on va pas se le cacher. Mais être rentier et solo, bah ça peut aussi te rendre malheureux, tu vois. Ça peut te rendre malheureux. Donc, c'était un point que je voulais mettre en avant et on va vraiment le développer juste après sur le concept d'heureux, parce que être heureux c'est quoi? On va le voir juste après. Là, on va vraiment se baser sur uniquement le focus investisseur. Alors, est-ce que c'est atteignable? 35 000 euros, est-ce que c'est atteignable en revenu passif? Est-ce que devenir rentier immobilier, parce que ce terme est utilisé je sais- à foison, rentier immobilier, je suis rentier, etc., etc. Et tu sais qu'à la base, moi, j'aime pas trop ce terme rentier, parce que bah, tu vas le voir. Est-ce que on peut devenir rentier en immobilier? Et pour moi, tu vois, c'est clairement le terme rentier en immobilier. Pour moi, c'est clairement le cliché. C'est clairement un cliché parce que pour moi, le rentier en immobilier, c'est du bullshit. Parce que en soi, l'immobilier, pour moi, c'est un travail. Alors, à la base, c'est un travail, mais c'est vrai que tu, tu vois, quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu le prends plus comme un travail. Tu vois, pour moi, l'immobilier, c'est devenu une passion, tu vois. C'est quelque chose que je fais avec plaisir que je le prends vraiment pas, tu vois, quand je vais visiter, je suis en kiff. Je le fais pas, pour moi, c'est pas un fardeau. Mais c'est quand même un travail. Tu passes quand même du temps pour dégager des revenus. Certes, c'est pas un travail 5-7, tu vois, 5 jours par semaine, 7 heures, 8 heures, 9 heures par jour, mais tu as quand même un minimum de travail à fournir. Quand tu passes du temps entre les visites, le notaire, l'état des lieux, l'état de sortie, faire les visites pour mettre en place des locataires, tout ça, c'est du travail. Donc, est-ce que c'est vraiment de la rente? Pour moi, c'est en demi-teinte. C'est de la rente, mais parce que tu fournis un travail. De la rente, concrètement, pour moi, réellement, ça serait euh, tu poses 200 000 balles sur, je sais pas, un compte qui te rapporte 8%, tu fais strictement rien du tout, et tu dégages X revenus par mois, ça c'est de la rente. Maintenant, dans l'immobilier, c'est différent, parce que tu as quand même... après, tu peux totalement déléguer à 100% de compagnie, c'est sûr. Tu peux faire le gars feignant, passer par une société clé en main qui te fait tout, mettre dans une agence. Oui, oui, c'est possible. Mais c'est pour atteindre les 35 000 euros, ça va être un peu plus long. Ça va être un peu plus long, tu vois. Donc, tu vois, quand moi je vois toutes ces personnes que tu vois, toutes ces personnes sur Internet qui te disent oui, rentier en immobilier, nanana, nanana. Déjà j'ai envie d'éclaircir quelque chose, mais ils sont pas rentiers en immobilier. La plupart, ce sont des entrepreneurs. Et dans ma bouche, c'est pas une critique. Dans ma bouche, c'est pas une critique, bien au contraire, parce que moi, j'adore les mecs qui se bougent.
les gens qui se sortent les doigts du huc, tu vois, pour faire des choses, faire avancer leur vie, euh, parce qu'ils se donnent les moyens. Et les gens qui se donnent les moyens, c'est normal qu'ils soient récompensés. Mais de faire croire que c'est grâce à l'immobilier qu'ils sont devenus rentiers, etc., etc., ça, moi, je trouve que c'est mentir. Et au contraire, tu vois, c'est grâce aussi à l'entrepreneuriat et à l'infoprenariat, du coup, qui sont rentiers, qu'ils ont acheté des biens. C'est grâce à cette activité-là. Alors oui, ils avaient peut-être acheté deux trois biens, mais clairement, les amis, avec deux trois biens, la personne qui arrive à me dire, la personne qui me dit qu'il est rentier avec deux trois biens, euh, alors oui, tu peux être rentier avec 500 balles. Mais bon, est-ce que tu continues, est-ce que tu vis décemment derrière? Je sais pas. Après, chacun a ses besoins, tu vois, mais pour moi, c'est grâce à l'entrepreneuriat que ces gens-là, ils sont vraiment devenus, entre guillemets, rentiers en immobilier. Et alors, je le répète, hein, c'est pas une critique, les gens qui se bougent, moi, ça me fait kiffer. Après, un autre point pour justifier que c'est un peu du bullshit, euh, moi, je connais pas un rentier qui fait que de l'immobilier. Je connais pas une personne qui est rentier uniquement avec l'immobilier. La clé, c'est la diversification. Et je vous rappelle, j'ai fait un podcast sur, il me semble que c'est comment utiliser son cash flow ou les quatre piliers pour vraiment avancer, etc. Je vous le conseille d'aller l'écouter juste après cet épisode. Je vous développe vraiment comment utiliser votre cash flow pour atteindre cette indépendance financière que je mets aussi entre guillemets. Maintenant, est-ce que c'est atteignable? Et je vais te surprendre. Je vais te surprendre dans ma réponse, mais oui, oui, c'est atteignable. Maintenant, est-ce que c'est possible demain? Combien de temps je vais mettre? Je te dirais pas, je veux pas être tranché non plus. Moi, je te dirais non. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont réussi à le faire en très peu d'années. Euh, il y a des personnes qui le font en un an, 2 ans. Et c'est énorme, un an et 2 ans. Par contre, c'est pas des personnes qui gagnent un SMIC, c'est pas il te faut quand même une base. C'est des personnes avec euh, une grosse épargne de côté, des personnes qui ont un CDI plutôt sympa avec un bon salaire, etc. Mais maintenant, est-ce que c'est atteignable? Oui, pour tout le monde. Même la personne qui est au SMIC, il suffit juste de se donner les moyens. Et j'aimerais aussi dire quelque chose, c'est qu'il faut arrêter de se comparer. Les autres, se comparer aux autres, c'est cool, c'est bien. Mais par contre, ça doit être une force, tu vois, ça doit être une motivation. Et ça, tu dois pas faire un focus sur leur activité, à te dire par exemple, ah putain, lui, ah là là, il a encore acheté ça, comment il fait, nanana. Non, putain, ça doit te donner la pêche. Tu vois que lui, il a fait ça, ok, bah, tu vas tout mettre en œuvre pour te dire, ok, il faut que moi aussi j'avance. Faut que j'avance, faut que je fasse les choses, tu vois. Et du coup, ça va être quoi la stratégie? Je te la répète, va écouter la stratégie sur l'utilisation de son cash flow. Mais premièrement, avant tout, c'est qu'on se pose au calme, tranquille, et qu'on fasse un bilan. Il faut que tu te fasses un petit focus sur ta vie et que tu chiffres réellement ton train de vie. Parce que même si tu pars dans un autre pays et que tu te dis, voilà, j'ai besoin de 35 000 euros, ce qui fait à peu près environ 3 000 euros, et on va prendre cet exemple. Est-ce que 3 000 euros par mois, ça tirait? Parce que moi, à l'heure actuelle, 3 000 euros, c'est trop peu. Parce que mon objectif, c'est pas d'arrêter d'investir derrière. Alors bien sûr, en fait, tout va dépendre. Voilà, c'est pour ça que je te dis, il faut te poser, il faut que tu te fasses un focus sur ta vie, sur ton train de vie, etc., etc. Parce que peut-être que toi, 3 000 euros, t'as largement assez. Peut-être qu'au bout de 3 000 euros, toi, t'as atteint ton nirvana. Tu te dis que 3 000 euros quasiment à vie, ça y est, basta. T'as réussi ta vie. Mais par contre, moi, tu vois, mon objectif, 3 000 euros, c'est pas assez parce que moi, j'ai pas envie d'arrêter d'investir. Et on sait que sans revenu CDI, etc., c'est compliqué de continuer à investir. Et de toute façon, dans tous les cas, moi, je sais que je pourrais pas me. Tu vois, ce cliché de rentier à plus rien foutre posé sur la plage, tu vois, le cliché que je t'ai énoncé au début de ce podcast,
Moi, ça me fait pas kiffer. Ça me fait pas kiffer du tout. Arrêter de travailler, ne plus rien foutre. Alors, oui, c'est sûr que le jour où tu vas réussir à atteindre ton indépendance financière, c'est sûr que tu vas te faire kiffer. Tu vas rien foutre, tu vas dire ah ouais, je suis bien. Mais ça va durer un temps. Ça va durer qu'un temps parce que quand tu vas te rendre compte que toi, tu as mis les choses en place pour ne plus rien faire et que tu as des revenus passifs qui tombent tous les mois, mais que au final tu te rends compte que tu es tout seul parce que tu es sorti de cette rat race, mais que tous tes collègues, tous tes potes, bah eux, ils ont continué à travailler. Ils sont obligés parce que s'ils travaillent plus, c'est panne sèche pour eux. Et donc tu vas te rendre compte que au final, tu vas être tout seul. Et même si on retire ce fait-là d'être tout seul, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rester. C'est nul, tu vois. Enfin, de pas avoir d'activité, il faut que tu trouves d'autres challenges. Tu vois, moi, le challenge, c'est le jour où j'arrive à mettre assez de côté et que j'ai X de revenus passifs. Moi, l'objectif, c'est pas d'arrêter de bosser. C'est que, effectivement, j'arrête mon boulot salarié et que derrière, je fais des trucs pour moi, tu vois, vraiment. Des trucs qui me font kiffer, des trucs qui, tu vois, à l'heure actuelle, des trucs qui me font peur parce que moi, je suis en pleine période d'expansion. J'ai vraiment envie de grossir fort et que je sais que si je mets tout ça en pause, bah, j'arrête mon CDI en gros pour me lancer dans des projets annexes, alors que je suis pas encore assez safe en revenus passifs et que je me foire, ça va me mettre un gros coup de frein. Ça va mettre un gros coup de frein. Et moi, l'objectif, c'est que de dégager assez d'argent tous les mois pour que je me dise, ok, j'ai envie de faire ce projet, parce que tu vois, moi, chez moi, j'ai un cahier et j'ai 3 projets à l'heure actuelle que j'aimerais vraiment lancer. Mais c'est des projets que potentiellement, je sais que je peux me rater. Et si ça rate, j'ai pas envie d'être sur la paille, tu vois. Donc, moi, mes objectifs, c'est que je dégage assez d'argent et que je lance mon projet. Et écoute, même si ça foire, bah voilà. Derrière, j'assure quand même la continuité de ma famille. On peut continuer d'être bien, on ne sera pas sur la paille, on ne sera pas là à compter. Parce que moi, c'est ça aussi. J'ai plus envie de compter. Quand je vais faire les courses, j'ai pas envie de regarder les prix. Je veux ça. Je suis pas quelqu'un de hyper dépensier de base. Mais tu vois, quand j'ai envie de m'acheter un truc, j'ai pas envie de regarder le prix. J'ai envie de dire, ok. Ou par exemple, tu vois, il va avoir Noël. J'ai pas envie de regarder aux dépenses pour mes enfants. Tu vois, c'est ça que j'ai envie. Et donc, tout ça, ça va varier en fait de chaque personne. Moi, ça va être peut-être 5 000, 6 000, 7 000 peut-être euros par mois. Peut-être que toi, avec 3 000 euros, tu sais, t'es quelqu'un de, comment dire, t'as pas besoin de, t'as pas besoin de beaucoup, tu vis avec peu, t'aimes bien être, tu fais pas trop de sorties, voilà, peut-être que t'es ce type de personne-là et peut-être que 3 000 euros pour toi, ça va être large. Même en France, peut-être. Tu sais, 3 000 euros, tu as une grosse partie. Imaginons que tu as payé ta RP. Tu plus ce fardeau de la RP à rembourser. 3 000 euros, t'es quand même pas mal. 3 000 euros, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui le font. Le salaire, je te rappelle que le salaire médian français, il est à 2003 ou 2400. Donc 3 000 euros, ça peut être large, hein. Mais c'est moi, voilà, c'est pas mon objectif. Donc là, en fait, on a vraiment parlé en tant qu'investisseur. Mais j'avais envie de faire un petit focus vraiment sur un focus un peu plus développement personnel, un peu mindset, tu vois. Être heureux, c'est quoi? Parce que on a, c'est quoi la définition du bonheur? Il me semble que personne ne va donner exactement la même, tu vois. Et du coup, je vais te dire un peu moi, ma vision du bonheur. Enfin, être heureux pour moi, c'est quoi? Bah, le bonheur, en fait, c'est un sentiment pour moi de satisfaction plutôt générale de ma vie, de ma situation globale à un certain moment, et en fonction d'une direction que j'ai donnée, et qui me fait plaisir, tu vois, que j'avance, et que ma satisfaction personnelle, elle est peut-être
pas toujours parfaite, tu vois. Il y a des moments où je suis pas content de moi, mais en gros, tu vois, je me dis que bah, même dans ces moments où je suis pas totalement content de moi, bah, ma vie est bien, tu vois. Pour moi, ma vie a une utilité. Elle est, comment dire, j'ai une utilité, tu vois. Je fais des choses concrètes. En plus, ça s'est encore plus renforcé, tu vois. Je suis encore plus heureux. Alors, tiens, tu sais quoi, c'est une bonne aparté. C'est une bonne aparté. Euh, ça va un peu te choquer peut-être, mais tu vois, pour moi, si tu le sais pas, je suis papa depuis maintenant 2 mois. Elle fait ses nuits, c'est impeccable. Mais tu vois, pour moi, par exemple, le jour de la naissance, ben, pour moi, c'est pas mon plus beau jour de la vie, tu vois. C'est pas le plus beau jour de ma vie. Ça peut paraître bizarre, mais ça m'a pas fait ni chaud ni froid, tu vois. Mais ça m'a rien fait de spécial. Par contre, c'est vrai que depuis que qu'elle grandit, qu'elle est à la maison, ben, je sens quand même que j'ai un manque. Et tu vois, mon bonheur, il s'est un peu élargi. C'est-à-dire que avant, au tout début, j'avais ma personne. Ensuite, mon bonheur a été agrandi avec ma conjointe. Et puis c'est vrai que maintenant, pour que je sois vraiment heureux, que je sois, genre quand je rentre chez moi, que j'ai ma fille sur moi, putain, c'est vraiment le kiff, tu vois, c'est un bonheur. Et donc, mon bonheur, il s'est encore plus élargi. Et tu vois, là, je me sens utile. Tu vois, par exemple, là, maintenant, au début, j'investissais pour moi, j'investissais pour mon futur, pour ma retraite. Et là, maintenant, tu vois, j'ai carrément effacé ça de ma tête. Alors, je fais toujours pour moi, hein, on est d'accord. Mais en fait, là, tu vois, pour moi, maintenant, l'objectif, et ce qui me motive encore plus, c'est c'est de le faire pour ma fille. C'est que je me dis, j'ai envie de. Là, j'ai hâte qu'elle grandisse, tu vois, putain, que j'ai la forme. Que j'ai la forme, qu'elle se débrouille encore plus vite que moi. Et là, maintenant, tu vois, tout ça, je le fais plus pour moi ou pour ma conjointe. Maintenant, je le fais vraiment pour elle, pour nous. Tu vois, et c'est ça le bonheur. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est des choses qui viennent dans ta vie comme ça. Et tu as une satisfaction générale. C'est difficile à expliquer, tu vois. La notion de bonheur, la notion d'être heureux, elle est différente chez tout le monde. C'est normal, parce qu'elle est différente en fonction de la vie que tu as eue, de ce que tu as connu, de ce que tu as vécu, etc., etc. Mais le bonheur, voilà, si, je sais pas, ça peut se résumer à la plénitude dans ta vie, avec tu sens que ta vie, elle est utile, que tu fais quelque chose d'utile pour toi ou pour les autres. Et pour moi, c'est ça le bonheur. La définition du bonheur, pour moi, c'est ça. Et être heureux, il y a une grosse part importante dans le fait d'être heureux, qui est pour moi la liberté. Euh, Parce que être heureux, pour moi, c'est avant tout d'être libre. Et du coup, j'ai fait une petite recherche, mais tu sais que la liberté, c'est quasiment 90% des personnes qui demandent, à qui on a posé c'est quoi pour toi être heureux, ils ont répondu ça, être libre. Et c'est vrai que bah, c'est une condition essentielle du bonheur en fait, sur laquelle on est tous d'accord. Si tu écoutes ce podcast et tu me dis que pour toi la liberté c'est d'être enchaîné, alors au sens figuré, hein, d'accord. Euh, je pense pas. Je pense pas que pour toi ça sera ça d'être heureux. Au contraire, être heureux c'est la liberté de pouvoir. euh, on est tous d'accord que le fait d'être heureux, ça nécessite d'être libre, libre de ses choix, libre de ses désirs, de ses envies, libre d'exprimer les sentiments que tu ressens vraiment et de t'affranchir du regard des autres, de savoir que voilà, tu peux pas faire ce que tu veux. Il faut que tu t'affranchisses de tout ça. Et une des premières étapes à la liberté et donc le bonheur, pour moi, c'est d'apprendre à dire non. Et ça, c'est un truc que j'ai lu, je sais plus dans quel livre, que j'essaye d'appliquer maintenant depuis. Parce qu'avant, tu sais, j'avais vraiment beaucoup de mal à dire non, tu vois. Je me sentais mal quand on me demandait quelque chose, je pouvais pas dire non. Parce que pour moi,
j'étais un enfoiré si je disais non, tu vois, de pas aider les gens et compagnie. Et c'est vrai que franchement, depuis peut-être 2 ans, j'ai dit non beaucoup plus facilement et à tout le monde. Ça peut être à mon boss. Alors bien sûr, tu dis ça de manière, tu vas pas lui dire non, casse-toi, je le fais pas. Non, t'argumentes. Tu dis non, j'ai ça d'abord, ça, ça, ça. Ça, c'est pas la priorité. Et je te jure que souvent, en fait, les gens ils comprennent. Et ceux qui comprennent pas, même si c'est en dehors du cadre du travail, c'est plus familial, les amis et compagnie. Si tu dis non et que la personne ne comprend pas tes arguments, bah écoute, sépare-toi. Sépare-toi d'eux. Parce que c'est néfaste. Clairement, c'est néfaste. Après, pour moi, il y a une autre facette dans le fait d'être heureux. C'est il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même et pour moi, en fait, si tu te connais pas, tu pourras pas atteindre. Si tu connais pas réellement tes envies profondes, tu vois, vraiment ce qui te fait vivre, ton ambition, etc. Si tu connais pas, tu pourras pas atteindre le bonheur ultime. Et ça, je l'ai lu pareil dans un autre livre. Et en fait, ça s'appelle l'introspection. Ouais, ça s'appelle l'introspection. Et en fait, ça te permet de mieux te connaître et de comprendre vraiment t'attends quoi de la vie, tes désirs profonds, et qu'est-ce qui te bloque. Et par l'introspection, en fait, il y a tout ce système de... alors, je vais pas faire le gourou et compagnie, mais la méditation. La méditation, ça permet vraiment de te reconnecter avec toi-même, tu vois, d'être tout seul. Et en fait, juste le fait d'être tout seul, tu vois, des fois quand tu es tout seul, tu te parles à toi-même dans ta tête, tu as une voix qui est là. Et pas, c'est toi, c'est le toi intérieur. Il faut comprendre ce que tu veux réellement. Il faut, euh, il faut se reconnecter avec soi-même. J'arrive pas à l'exprimer différemment, mais il faut se reconnecter. En fait, on est trop vers l'extérieur. Les réseaux sociaux, etc., etc., tout ça, ça te, ça te déconnecte du toi intérieur et tu sais plus vraiment quitter à la fin parce que tu vis dans le regard des autres. C'est-à-dire que tu calques ta vie sur la vie des gens. Tu vois, les personnes qui regardent les anges, tout ce qui est télé-réalité. Pour moi, je vois pas même les gens qui me disent ouais, c'est pour déstresser et compagnie. Mais arrête, pourquoi tu me sors ça? Pour déstresser, c'est une grosse blague. Si tu veux déstresser, va courir, va marcher, va en forêt, tranquille avec toi et toi-même, entre potes, et puis tu te reconnectes avec toi-même. Tu vas pas me dire qu'une bonne balade, franchement, une bonne balade dans la forêt, ça va pas te déstresser, alors que regarder les ch'tis à Miami, c'est ça qui va te faire déstresser. Là, tu te voiles carrément la face. Et tu vis dans le regard de toutes ces merdes, les réseaux sociaux, à regarder la vie des gens, à regarder leurs stories putain, qui font 2-3 heures, le bordel, 2-3 heures. T'es là et tu regardes, je mange un bon poulet, je suis au sport, ou arrête de regarder la vie des gens et vis ta propre vie, reconnecte-toi avec toi-même. Si tu le fais pas, tu pourras pas avoir cette introspection de redéfinir tes objectifs. Et pour moi, s'il n'y a pas ça, bah, le bonheur, t'es loin de l'avoir atteint. T'es loin de l'avoir atteint parce que si tu te connais pas toi-même, je sais pas, tu vois, tu pourras pas. Il faut que tu te donnes du sens à ton existence. C'est quoi? Tu vois, je l'ai déjà cité dans ce livre dans un précédent podcast, mais il y a une aide-soignante qui s'occupe de personnes en fin de vie qui a écrit un livre. Et en fait, cette personne, en fait, c'est des témoignages, entre guillemets. Elle s'occupe de personnes en fin de vie. Il me semble qu'il y a quatre personnes différentes. Et sur leur lit de la mort, pardon, sur le lit de la mort, elle leur demande qu'est-ce qu'ils regrettent. Qu'est-ce qu'ils auraient pu. Ils regrettent quoi de leur vie à l'heure actuelle.
s'ils pouvaient recommencer, ils changeraient quoi? Et ils te le disent tous. Je regrette d'avoir vécu à travers le regard des gens, à vouloir me conforter à cette société, à avoir tout fait pour rentrer dans le moule, à avoir remis toujours à demain, etc., etc. Ça, c'est un bon livre, je sais plus comment il s'appelle, mais tu tapes sur Google, tu vas trouver témoignage, lit de mort, regret, quelque chose comme ça. Tu vas trouver. Moi aussi, une autre facette du bonheur, c'est l'expérience. Il faut vivre des expériences parce que le matériel, c'est quelque chose qui est vraiment futile. C'est vrai que maintenant, on apporte une importance primordiale dans cette société. Maintenant, si t'as pas le dernier iPhone, si t'as pas le dernier écran plat, si t'achètes pas la PS5, euh, c'est- t'es un loser. Aux yeux de la société, t'es un loser. Alors que pour moi, le matériel, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est vraiment futile. Alors oui, ça peut t'apporter de la gratification immédiate. Tu vois, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir quand tu achètes le dernier iPhone 13, 14, 15. Ouais, t'es heureux pendant, allez, une semaine. Au début, tu sais, ça me fait penser. Ça me fait penser que, genre, quand tu achètes quelque chose de neuf, par exemple, tu achètes, allez, un iPhone, tu fais vraiment attention quand tu le poses et compagnie et compagnie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Par contre, tu passes une semaine, 2 semaines, ton téléphone, tu le balances dans le lit, tu le balances, tu le claques sur la table et compagnie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et bah ça, c'est parce qu'en fait, tu t'es habitué. Dans ton confort, tu t'es habitué, t'as apporté moins de valeur parce que c'est quelque chose c'était quelque chose de nouveau qui t'apportait vraiment quelque chose de plus par rapport à avant. Donc tu faisais attention. Mais après, c'est rentré, tu vois, pour toi, c'est devenu la base. Ton, 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 ton bonheur, entre guillemets, il a augmenté. Ils se sont dit, ok, ça pour moi, l'iPhone 13, maintenant, c'est la base. Si je retourne vers un iPhone 10, la loose. Et c'est pareil, tu vois, euh, quand tu achètes la voiture de tes rêves, imaginons. Alors, c'est un mauvais exemple parce que la voiture, tout ce qui est automobile, tout ce qui touche à l'automobile, je peux comprendre, je sais qu'il y a des passionnés et compagnie, mais dans le commun des mortels, quand tu achètes la voiture de tes rêves, ça va pas te rendre plus heureux pour moi. Alors ouais, tu vas être au top pendant 6 mois, mais au final, est-ce que tu vas être réellement... Alors c'est un mauvais exemple parce que tu vois, si tu achètes vraiment une voiture qui te fait kiffer, c'était la voiture de tes rêves. Tu vois, moi j'ai un collègue, son rêve c'était d'acheter une Mustang depuis tout petit. Genre il me disait genre ses mots de passe c'est des trucs avec Mustang, nanana. C'est son rêve. Le mec il l'a acheté, il kiffe. C'est une expérience. Du coup, ça devient une expérience, tu vois. Il l'a pas acheté. Il a pas acheté du matériel pour du matériel. Il l'a acheté vraiment pour. C'était un rêve de gosse. Euh, il vit une expérience. Et pour moi, les expériences ont quand même beaucoup plus ils ont beaucoup plus de valeur que des choses matérielles. Parce que les expériences, c'est ce qui va te faire grandir vers le bonheur, tu vois. Tu vas atteindre ton bonheur au travers des expériences. Et je te reprends l'exemple sur la voiture que tu achètes, alors si t'es pas un passionné d'automobile, imaginons comme moi, tu vois, la voiture, franchement, je m'en fous complet. Tu peux me donner une Porsche, je vais kiffer peut-être pendant 6 mois, et après voilà, ça va rentrer. Ouais, ça va pas être une expérience qui va rester gravée dans ma tête. Et au final, tu vois, ça sera que du matériel. Alors que, tu vois, les expériences réelles qui te font kiffer, genre par exemple, tu vois, moi les expériences, quand je te parle de ça, je pense au voyage. Moi, je suis un grand voyageur, j'adore voyager, j'adore découvrir des autres cultures, j'adore, tu vois, quand je vais dans n'importe quel pays, je vais voir les églises, l'architecture, j'adore, tu vois, c'est un truc qui me fait kiffer. Et ça, c'est mes expériences. Je peux te dire, j'ai fait des voyages il y a maintenant presque 10 ans, bah, je m'en souviens encore, tu vois. Il y a 10 ans, je me dis, putain, tu te souviens, ouais, j'avais fait ça, putain, c'était cool, c'était cool. Et c'est ces expériences-là pour moi, me font grandir et me font atteindre ce, ce nirvana. Voilà. Bon, je vais, avant de m'égarer dans mes rêves les plus lointains, je vais clôturer cet épisode en vous disant que bah, dans la vie, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Il faut juste s'en donner les moyens. Et
moi, ça me fait penser à Bernard Tapie. J'ai fait pareil un épisode où j'ai parlé un petit peu de lui il y a pas très longtemps. Mais Bernard Tapie, il a vécu sa best life. Il a vécu plein de vies. Il a vécu plein de vies, le mec. Il a été dans la politique, il a fait du foot, et il a monté des business en or. Euh, il a fait plein de choses. Est-ce que pour lui, tu vois, est-ce que pour lui, sa vie était remplie d'expériences, pour lui, il était proche du bonheur? Moi, je pense que oui, il a fait ce qu'il aime. Tu peux pas me dire que le mec, il a touché à tout. Football, entreprise, il a remonté des entreprises de A à Z. Il a vécu plein de trucs, le mec. Et il s'est donné les moyens. Je vous le rappelle, hein, mais Bernard Tapie, c'est un gars, à la base, lambda. Quelqu'un qui vient d'une famille assez pauvre, voire très pauvre, et il a accompli des grandes choses. Donc il s'est juste donné les moyens. Et je vais faire un petit parallèle pour revenir un peu vraiment dans cette sphère un peu investisseur, mais les personnes qui font de l'infoprenariat, ce sont des personnes qui sortent les doigts. Ils se donnent les moyens pour atteindre un objectif, pour atteindre un rêve et pour se rapprocher, eux, de leur bonheur. Et il suffit juste de sortir, de se donner les moyens, quoi. Donc les amis, il n'y a rien qui est impossible dans cette vie. 1% chaque jour, je vous le répète plusieurs fois dans ce podcast parce que c'est une citation qui m'a marqué, mais c'est vrai, 1% chaque jour. C'est pas compliqué, 1%. Et pourtant, quand tu fais le cumul sur un an, tu augmentes de 365%. L'évolution au jour le jour, elle n'est pas terrible. Mais si tu prends sur une longue période, c'est énorme, c'est énorme. Et on peut se donner les moyens, il faut se donner les moyens, et dans cette vie, rien n'est impossible. Voilà. Voilà les amis, c'était l'épisode de cette semaine, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que j'aurai des petits retours. La semaine dernière, j'ai pas eu énormément de retours. Je vous rappelle mon Instagram, Anthony-THRD, vous pouvez me contacter pour vos questions. Si vous avez envie de réagir sur ce podcast, vous avez des choses à dire intéressantes, ça me ferait un grand plaisir de vous citer dans le prochain épisode, de faire un petit retour. Donc n'hésitez pas, Anthony-THRD, vous pouvez aussi me contacter dans les infos du podcast, je mettrai tous les liens auxquels vous pouvez me contacter. N'hésitez pas, pareil, sur Apple Podcast, faites-moi un petit plaisir, mettez-moi une petite note 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera kiffer et ça va me ramener un peu plus proche du bonheur. Le mec qui force un peu. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.